Bonjour, donc je vais présenter Jean-Marie Pradier, qui est déjà venu l'année dernière. Donc merci beaucoup Jean-Marie de nous faire l'honneur d'être au centre. Jean-Marie est professeur émérite à l'Université de Paris. Il a travaillé comme professeur aussi donc, à Istanbul, à Rabat, à Paris 8, où il est devenu directeur du département théâtre. Il est co-créateur de la discipline ethnocénologie. Il a écrit de très nombreux ouvrages, articles. Il est praticien aussi. Et donc, il va nous parler aujourd'hui d'Eugenio Barba. Alors, je serais touché aussi parce que c'est un des plus grands pédagogues et metteurs en scène de théâtre. Voilà, que Jean-Marie connaît très bien, puisque vous avez fondé ensemble, vous êtes toujours dans la direction de l'école de théâtre anthropologique d'Eugenio Barba. Oui, l'ISTA, International School of Theatre Anthropology. Une très grande école d'art, l'anthropologie théâtre au Danemark. Merci beaucoup. Oui, je voulais vous dire aussi que nous avons des stages de théâtre, yoga de théâtre qui ont commencé, des stages de yoga de la danse, et puis bien sûr la continuation du stage de yoga du chant. Donc, je suis très heureux que l'art soit très présent. Merci Samy. Merci beaucoup Jean-Marie, et merci aux deux Jean-Marie. De personnes, un lieu que j'aime beaucoup, donc je suis très touché. Merci. Oui, c'est à moi de vous remercier, parce que de m'offrir comme ça la possibilité de vous rencontrer et d'essayer d'exposer des choses intéressantes qui, à l'université, sont parfois considérées comme inintéressantes, c'est un trésor. C'est d'autant plus étrange, si vous voulez, qu'aujourd'hui, je vais évoquer ce que l'on appelle un turning point in life, c'est-à-dire ce moment très particulier qui fait qu'à un âge qui peut varier, soit l'adolescence, soit plus tard, brusquement, on a une sorte d'illumination. On ne comprend pas très bien sur le moment, et puis après, cela vous engage, si vous voulez, dans un processus de vie. Et ce dont je vais vous parler, justement, c'est de Eugenio Barba, qui, aujourd'hui, est considéré, comme l'a dit Fabrice, l'un des plus grands. Alors, on ne peut pas dire metteur en scène, c'est tellement vague, un metteur en scène, mais animateur, réformateur du théâtre sur le plan international, et surtout qui a bouleversé la position des gens de théâtre et des artistes en montrant qu'il ne s'agissait pas simplement d'une profession ou d'un métier, mais que c'était un style de vie. C'est-à-dire que Eugenio Barba défend l'idée que le théâtre est fait pour les théâtreux et les théâtreuses. Mais il faut bien une justification sociale, et cette justification sociale, elle passe par le fait que, aux yeux de la société, vous vous présentez comme artiste. Et c'est vrai que l'artiste, aujourd'hui, dans nos sociétés, enfin, je dis artiste au sens très large du terme, puisque c'est un nuage, vous voyez, dans lequel il y a un petit noyau créatif, et puis il y a une dilution autour, de telle sorte que beaucoup se prétendent artistes. Et bon, pourquoi pas, s'ils veulent, si ça leur fait plaisir. Alors, Eugenio Barba vient de recevoir, d'ailleurs, l'un de ses derniers prix honorifiques, et devinez le nom de ce prix, c'est la médaille de Saint-Ignace de Loyola. Il se trouve au Mexique et il anime là ce que l'on appelle el tercer teatro, c'est-à-dire un mouvement qui est né surtout dans les Amériques latines, qui fait que des groupes de jeunes gens et de jeunes filles ont
senti le besoin irrésistible de faire du théâtre. Mais en dehors des structures officielles, en dehors des institutions, en dehors de l'œil des critiques, qui sont terribles, puisqu'il y a même en sociologie aujourd'hui tout un courant qui parle d'artification, c'est-à-dire quel est le processus qui amène à considérer les médias ou un groupe social, à considérer comme art quelque chose qui pourrait être classé dans une autre catégorie. Vous voyez ? C'est-à-dire que nous sommes, notamment en Occident, mangés par le système un système de catégorisation de valeurs, mais de valeurs qui sont très arbitraires. Elles dépendent souvent, d'ailleurs, de la notoriété, mais la notoriété, ça se construit, ça se fabrique, vous le savez très bien, pour la margarine ou pour l'huile d'olive. Alors voilà, je vais vous montrer que ce turning point, ce moment décisif dans la vie d'Eugenio Barba, a été la découverte de Ramakrishna. Alors, c'est d'autant plus intéressant que, bon, heureusement que, je regrette qu'il n'y ait pas beaucoup de collègues ici, mais les historiens du théâtre parlent toujours des relations de Eugenio Barba et de l'Inde, l'influence du Kathakali sur Eugenio Barba, etc., etc. Mais l'Inde d'Eugenio Barba, c'est autre chose. Cela a été Ramakrishna. Mais un certain Ramakrishna, qu'il a découvert non seulement par le livre, mais par ce que l'on appelle quelquefois le dos, le chemin, une forme ascétique très matérielle, très physique. Alors, je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Ah voilà. Je ne pense que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas l'Odine Théâtre et Eugenio Barba. C'est normal, tout à fait normal. Mais disons que l'Odine Théâtre, qui a été fondé en 1964 à Oslo par Eugenio Barba, et la troupe de théâtre qui est la plus ancienne, enfin celle qui a tenu par elle-même et fidèlement la plus ancienne dans le monde. Et ils vont fêter à Lecce, dans les Pouilles, dans le sud de l'Italie, leurs 60 années donc, de vie et de survie, avec des péripéties romanesques extraordinaires. Mais je ne vais en recueillir simplement qu'un certain nombre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Eugenio Barba, qui est vraiment un marginal, enfin marginal par rapport aux institutions, au milieu officiel, etc., etc., etc. Eugenio Barba, justement, a toujours dit « les théoriciens du théâtre s'intéressent aux objets, mais ils ne s'intéressent pas au processus. Et ils s'intéressent encore moins à ceux qui ont et celles qui ont animé ce processus. C'est-à-dire les gens très concrets qui sont à l'origine de l'objet que l'on va voir comme un spectacle. Alors c'est d'autant plus difficile, si vous voulez, à avoir de l'information dans ce domaine que les gens de théâtre, les gens de spectacle sont rompus à l'entretien avec la critique et avec les journalistes. Ils sont rompus à cela parce que d'une part, ils sont habiles et il faut survivre. Et pour survivre, il faut savoir répondre. Il faut savoir passer à la télé, à la radio, et ceci, et ceci, et cela. Alors, Eugenio Barba a dit qu'il fallait revenir aux sources. Et qu'est-ce que c'est que la source? Alors là, vaste thème de méditation.
En 1994, à Londrina, au Brésil, justement lors d'une session de la ISTA, qui est l'acronyme de International School of Theatre Anthropology, dont les textes ont été publiés dans, je ne sais pas, une vingtaine de langues, etc., etc. Eugenio avait proposé comme thème de recherche l'identité. Et un jour, il nous avait demandé d'écrire sur un morceau de papier nos origines. D'où venez-vous? Qui êtes-vous? Et alors, bon, moi j'avais le réflexe déjà du chercheur. J'ai chopé, j'ai dérobé le petit papier qu'il allait jeter, sur lequel il avait noté lui-même ses origines. Donc c'était, vous voyez. Et là, vous voyez, alors Grotowski Katakali, Sainte Thérèse d'Avila Ramakrishna et Egil Talabot. Il fallait noter simplement que 3 noms, 3 mots. Alors, un peu d'explication. Grotowski, de fait, après pas mal de pérégrinations, Eugenio Barba est parti en Pologne, pour la Pologne, travailler auprès de Grotowski, dont il est resté l'assistant pendant 2 ans. Grotowski, qui est d'ailleurs considéré aussi comme l'un des plus grands réformateurs du théâtre occidental, et ce pourquoi il a eu la chaire d'anthropologie théâtrale, devinez où, au Collège de France, jusqu'en 99, année de sa mort. Et ça, bon, on pourrait en parler, mais ça sera l'occasion, une autre occasion. C'était absolument passionnant. Et de retour de Pologne, Eugenio Barba est retourné à Oslo, en Norvège, où il a essayé de créer un équivalent de ce que faisait Grotowski. Alors, je dois dire que ça se passait au temps du rideau de fer, vous voyez, avec le paradoxe que Eugenio, qui est d'origine italienne, qui par la suite est devenu citoyen danois, lui avait la possibilité de voyager partout avec un passeport, alors qu'à l'époque, les Polonais n'avaient pas le droit de sortir des frontières des pays communistes et, par exemple, Grotowski n'a pas pu aller en Inde alors qu'il était féru depuis l'âge de 9 ans de l'Inde et de la pensée indienne. Et oui, avec le fameux bouquin, à partir du fameux bouquin de Brenton, hein, dans lequel il y a pas mal de romances, mais un passage l'avait retenu. Et Grotowski était parti pour la Chine, où il avait découvert les arts du spectacle chinois, Qingju, qui, comme les arts du spectacle de l'Inde, les arts du spectacle classique de l'Inde, diffèrent des arts du spectacle occidental, à l'exception du ballet classique, parce qu'ils sont extrêmement codifiés. Et cette codification repose sur un apprentissage précoce, de telle sorte qu'on commence à pratiquer avant même de savoir penser ce pourquoi on pratique. Et on le verra tout à l'heure dans un extrait de film sur le Katakali et l'apprentissage, si vous voulez. Mais ceci donne une façon de se situer devant l'art très différente de ce qui se passe chez les étudiants des départements d'études théâtrales, par exemple, qui viennent en disant « Ah, moi je veux m'exprimer ». Je me souviens à ce propos que j'avais conduit un groupe d'étudiants français, enfin français ou occidentaux, qui étaient de Paris 8, à l'Académie des arts de Qingju de Taipei, à Taïwan, et ils demandaient toujours aux étudiants chinois quelle est la psychologie de votre personnage. Les Chinois, je ne comprends pas votre question.
je ne comprends pas votre question et on ne nous demande pas de penser avec nos tripes. Enfin, vous dites, il faut penser, s'exprimer. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends pas. Et d'ailleurs, à ce propos, je ne sais pas d'ailleurs si je l'ai raconté, parce que c'est une des petites histoires qui m'obsèdent tant elle est révélatrice. À l'université de Paris 8, j'étais spécialisé dans la réception des étrangers. Tout simplement parce que j'étais gentil et que j'articulais. Et que j'avais vécu, je suis né à l'étranger et j'ai vécu à l'étranger une grande partie de ma vie. Et un jour, j'ai reçu la visite d'un étudiant chinois effondré qui me disait, dans les cours pratiques, on me dit « tu n'es pas vrai, ton jeu n'est pas vrai ». Et je ne comprends pas très bien, qu'est-ce que vous voulez dire par vrai? Alors je lui dis, bon, il n'y a rien à comprendre, c'est très facile, tu vas voir. Je vais te dire comment être vrai. Tu vas bien observer tes petits camarades français et tu feras exactement comme eux. Tu vas les copier. Et tu verras, on va dire, ah, là, il est vrai. Et de fait, il est revenu après, quelques semaines, il m'a dit, oui, ça marche. Et comme il avait été éduqué, justement, à travailler à partir de patterns, vous voyez, eh bien, pour lui, c'était très facile d'imiter un Français et d'avoir l'air aimable, d'avoir l'air ceci, d'avoir l'air cela, d'avoir l'air tragique, etc. Voilà. Alors, bon, ce qui est intéressant, c'est la mention Sainte-Thérèse d'Avila. Alors là, j'ai demandé à Eugenio, il ne m'a pas répondu encore, mais j'ai retrouvé dans le livre de Romain Rolland la mention de Thérèse d'Avila, notamment à propos de l'extase. Ça, c'est très intéressant. Et c'est là le point de contact aussi, si vous voulez, entre une certaine, alors pardonnez le mot, mystique occidentale et mystique dite orientale ou africaine ou martienne ou n'importe quoi. C'est-à-dire que le point de contact que Eugenio va trouver dans Ramakrishna, autour de tout ce que l'on appelle les systèmes, et vous savez qu'en France, mon Dieu, si on est crispé là-dessus, alors là, la laïcité, etc., etc., en fait, il y a un point de contact si on s'élève très très haut. Plus vous montez et plus vous vous rencontrez. Mais plus vous restez dans la base, dans les dogmes, dans les doctrines, dans les obligations, dans le juridique, plus vous êtes éloigné. Vous voyez? Alors, Hegel est à la botte. On va y revenir tout à l'heure. Parce que Hegel appartient à la jeune histoire de Eugenio. Lorsqu'il est arrivé à l'âge de 18 ans à Oslo, et que Hegel, qui était un ferblantier, l'a pris comme ouvrier soudeur. Mais ça, je vais y revenir tout à l'heure. Et Talabot, c'est le bateau vers Ramakrishna. Alors, il y a peu de temps, il y a très très peu de temps, j'ai dit à Eugenio, je suis en train de relire, grâce à vous d'ailleurs, le livre de Romain Rolland, la vie de Ramakrishna. Il m'a renvoyé ce message en français, parce qu'il est polyglotte, que vous pouvez lire. Quel livre, celui de Romain Rolland, il a fait faire un tournant de ma vie. Alors c'est ça qui est intéressant, si vous voulez, à percer. Parce que ce tournant, en fait, c'est un tournant global, c'est-à-dire de toute une existence qui comprend aussi bien la création artistique que l'attitude devant la vie, les relations entre les gens, etc. Qu'est-ce qui a fait ça? Et pour cela, eh bien, il faut revenir et faire un petit peu d'histoire, mais là, je vais être extrêmement rapide. La vie d'Eugenio Barba est une vie très romanesque.
Il est né le 29 octobre 1936 à Brindisi, en Italie. Pourquoi Brindisi? Parce que son père, à l'époque, était tout simplement consul de la milice fasciste. C'est-à-dire, c'était une autorité fasciste. C'est le temps du fascisme mussolinien, n'est-ce pas? Et le père, lui, avait adhéré au fascisme très très tôt, dès les années 20, dès le début du fascisme. Il a été l'un des premiers à effectuer la marche de Rome ou sur Rome. Ensuite, si vous regardez cette carte, vous voyez que les Pouilles, c'est-à-dire Brindisi, aussi bien que le golfe de Tarente, où se trouve Gallipoli, correspond au talon aiguille de l'Italie. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent le talon aiguille de l'Italie, mais c'est un lieu extraordinaire où se sont rencontrés les Byzantins, les Grecs, les Turcs, les Italiens, les Arabes, les Normands, etc., etc. C'est un lieu où se trouve un imaginaire, des rites, des cultes, d'une telle force, d'une telle effervescence, que même ils ont fait le régal d'anthropologues, comme dit Martino, etc., avec la fameuse tarentelle, c'est-à-dire la croyance, si vous voulez, dans cette araignée magique qui vous met en transe et qui permet de guérir certaines maladies féminines. Voilà. Et ça, c'est intéressant, parce que Eugenio va perdre son père à l'âge de 9 ans, 10 ans. Et la mère, qui est une femme assez étonnante, extraordinaire, et qui était la fille d'un amiral de la flotte italienne, qui se trouvait à Brindisi, parce que Brindisi était une grande ville à cette époque-là. Eugenio va se réfugier avec sa mère et son père à la chute donc de l'Empire mussolinien, d'autant que l'Italie a été libérée par le Sud, n'est-ce pas? Les troupes américaines, alliées, etc., sont venues par le Sud. Mais brusquement, ce petit garçon, qui a un frère aîné, se retrouve passant d'un père idole. Je pense avoir une... Ah non, je n'ai pas la photo. Ah oui, j'ai la photo. Voilà. Ça, c'est Gallipoli. Voilà. Alors, le petit garçon, il est là, en train de tenir un petit journal. Un père qui a régné sur Brindisi. Il était le consul de la milice. Il paradait en tête de tous les défilés militaires, etc., devant le haut clergé, le bas clergé, la population, etc., etc. Et brusquement, l'effondrement. Et le père est parti sur le territoire libyen, se livrer les dernières batailles et les perdre, et revenir avec une maladie terrible qui va le terrasser en 1946 et qui va le faire mourir. Et la famille s'est réfugiée à Gallipoli. Alors, Gallipoli, c'est le nom, d'ailleurs, d'une cité millénaire qui porte bien la trace des Grecs. Gallipoli, c'est Kallipoli, c'est-à-dire la belle ville en grec. Hein, Kalos Kagatos. Bon. Et alors, leur mère, qui était une jeune femme, d'ailleurs beaucoup plus jeune que son mari, mais la mère insiste pour que les enfants, les deux fils, assistent à la mort du père. Et cela a marqué profondément Eugenio et a mis une autre couche, si vous voulez, de complexité sur un parcours qui, vous allez voir, est assez terrible. Parce que Eugenio Barba, ayant perdu son père, la mère, se trouvant femme d'anciens hauts dignitaires fascistes,
seul dans une belle maison, parce que l'arrière-grand-père d'Eugenio Barba est un grand biologiste, qui était libre penseur, etc., mais qui est resté dans l'histoire. Il y a un musée à Gallipoli qui porte le nom de Emanuele Barba. Bon, mais la femme, la veuve d'un haut dignitaire fasciste, va se trouver en but non seulement à la vengeance, aux gens qui veulent faire la peau de tous ces dignitaires, etc. On le comprend. Ensuite, ils n'ont plus d'argent. Le beau dignitaire n'a pas d'argent, plus rien. Alors qu'est-ce qu'on va faire, justement, d'Eugenio? On va le mettre à Naples, dans un lycée militaire, mais comme vous ne pouvez pas l'imaginer, la Nunziatella. La Nunziatella, c'est une institution d'éducation militaire qui est vieille de plusieurs siècles, où toute l'aristocratie de l'armée italienne a été élevée. Mais c'est en même temps, en 46, 47, 48, le seul lieu où l'on peut être protégé. À Naples, qui a été bombardée, il n'y a pas d'argent. La pauvreté de l'Italie, si vous avez lu les romans de Malaparte, etc., c'est effrayant. Hein? Pas d'argent, pas rien. Il n'y a que les soldats américains qui font du trafic avec la mafia. Et justement, les Alliés essaient de protéger ce qu'ils pensent être un fief contre le péril rouge, de telle sorte que la Nunziatella va être une île protégée, si vous voulez. Les enfants vont être bien nourris, ils auront une éducation de très grands standards, avec tous les vieux profs que l'on a récupérés, hein, ou ceux qui ont perdu une jambe, etc. Et Eugenio Barba va avoir une éducation de très grande qualité en faisant du latin grec. Et en même temps, la rigueur militaire. Et en même temps, lui, une naïveté totale. Lui, le petit garçon timide qui s'amusait avec la boîte de boutons de sa grand-mère et qui est envoyé comme ça à Naples, passant d'une cité qui est vraiment refermée sur elle-même aussi, se retrouve, alors oui, il retrouve son frère. Et son frère aîné l'attend dans la cour. Quand lui arrive pour le premier jour à la Nunziatella, et Eugenio raconte qu'il va courant vers son frère. Hein, c'est normal. Lui, il a tout juste une dizaine d'années, il veut l'embrasser. Et son frère, Nunziatella, hein, cadet, li cadette, le repousse brutalement, disant « Écoute, sois un homme ». Et après, son frère va le retrouver et lui dit « Tu sais, ici, c'est macho ». Et macho italien du Sud, à cette époque-là, vous avez tous les films qui vous racontent ce que c'était. Bon. Et Eugenio est tellement naïf, d'ailleurs, qu'il fait de bonnes études en latin grec et en italien, mais en même temps, il sort dans les rues de Naples, les jours de congé, sans se rendre compte du tourbillon politique qui agite la cité. D'autant que les cadets sortent avec la tenue de cadets. Alors vous imaginez, ce sont des cibles. Et un jour, il y a un militant d'extrême gauche qui lui passe un papier en lui disant « Tiens, c'est pour toi ça, tu le liras ». Eugenio dit oh, « D'accord » et il le met dans sa poche. Il arrive à la Nunziatella et là, la garde à l'entrée, bien sûr, surveille tous les enfants qui rentrent, etc. Il dit « Qu'est-ce que tu as là dans la poche ?»« Ce papier, montre ça. » C'est un appel à la révolution. Et il est sauvé par l'aumônier parce qu'il est servant de messe. Et il a la chance incroyable de tomber sur un capitaine, le capitaine Rossi, qui va lui donner des livres à lire. Et c'est à partir de là, si vous voulez, cette histoire de livres, elle va être fondamentale, puisque son rapport avec Ramakrishna, ça va d'abord être un livre. Bon, mais, alors, il raconte aussi, off the record, comme on dit, hein, que la mort de son père l'a libéré.
Parce que vous ne pouvez pas savoir ce que c'était qu'une famille italienne du Sud, conservatrice, en apparence, très cadrée, très disciplinée, etc., etc., etc. De telle sorte que Eugenio va profiter de ses vacances et de l'absence de père, d'autant que la mère, elle, s'est réfugiée, veuve de guerre, s'est réfugiée auprès de son père, l'amiral, hein, mais un amiral pet sec. Eh bien, Eugenio va profiter de toutes ses vacances pour partir à l'aventure, sur les routes. Mais alors, les photos de l'époque montrent un garçon déguenillé, en guenille. Et vous le savez, à l'époque, les pays scandinaves, c'est le rêve de tous les adolescents, c'est le rêve de tous les jeunes adultes, à cause de la liberté des filles. Et le voilà, un beau jour, qui part en autostop après. Alors, je ne vous raconte pas toutes les péripéties, parce que certaines sont très amusantes. Le voilà en autostop, qui part vers la Scandinavie, et qui, bien sûr, s'éveille à l'amour. Et il devient amoureux d'une jeune Suédoise d'origine juive. Lui fait la vaisselle, etc., etc. Mais en même temps, c'est un garçon assez renfermé. Ce qui fait que, plutôt que d'aller s'amuser avec les autres, il préfère lire, par exemple. Puis il revient, alors après le baccalauréat, il revient avec cette fille auprès de sa mère, et la mère lui dit « Non, écoute, Eugenio, je vois que vous vous aimez, mais ton grand-père n'acceptera jamais cette fille. Alors le mieux, c'est que tu repartes. » Et Eugenio, donc l'esprit d'aventure, mais ça c'est bien dans l'esprit des Pouilles, si vous voulez, aussi, hein, le pousse vers la Norvège. Et là, il va faire des tas de métiers, dont soudeur, etc. Et il va, alors c'est intéressant, parce que il va essayer, là, il a 17 ans, 18 ans, il a tout juste 18 ans, il va essayer de se trouver un sens à la vie. 18 ans. Bon. Il est intelligent, il lit énormément grâce au capitaine Rossi. Et il y a la bibliothèque, bien sûr, de l'université qu'il va fréquenter. Et voilà que, plutôt que d'aller rejoindre les autres émigrés, bavarder en italien, etc., il se plonge dans la bibliothèque, après les heures de travail dans l'atelier du soudeur, et il va dévorer tous les livres qu'il peut sur les rayons, qui sont écrits d'abord en italien. Et puis un beau jour, le rayon est fini. Et alors, il se met au livre en français. Et là, il va tomber sur le livre de Romain Rolland, La vie de Ramakrishna. Alors bon, je n'ai pas le temps peut-être de vous lire de vous donner des informations sur Romain Rolland, parce que c'est un homme assez remarquable. Romain Rolland, je ne sais pas si le nom vous dit quelque chose, il est oublié aujourd'hui. Ah oui, tout de même, grâce à la vie mystique de l'Inde en 3 volumes, hein, et vous le sauvez de l'oubli. Mais il y a comme ça des personnes comme Maurice Blondel qui méritent d'être, enfin, qui vont réapparaître aujourd'hui. Et Romain Rolland est un homme étonnant, extrêmement brillant. Il est prix Nobel de littérature en 2015. Il sort de la plus grande école, de la plus grande université qu'il y a à Paris, c'est Normal Sup. Il est agrégé d'histoire, il est docteur ès-lettres, il est spécialiste de la musique, de l'opéra. Il adore l'opéra. Il est en contact, il va devenir en contact avec tous les grands intellectuels de l'époque, y compris Freud. Et surtout, c'est un homme qui est alors anti-Dreyfusard, pacifiste et ouvert justement vers les horizons qui ne plaisent pas en général à la majorité. C'est un utopiste, dirait-on.
Hein? Enfin, vous en savez assez, c'est pas la peine que je revienne là-dessus. Tout de même. Ce qui est intéressant, c'est qu'il faut resituer aussi Romain Rolland et l'Inde par rapport à une portion de l'histoire de France que nous ignorons. C'est l'importance de l'Inde dans la culture française des élites. Au XVIIe siècle, un ouvrage vient d'être publié aux Belles Lettres, je vous donnerai la référence tout à l'heure si vous voulez, qui montre comment Voltaire, par exemple, alors plus tard, va célébrer l'Inde en disant « c'est le seul pays qui n'a besoin de personne ». Nous avons besoin de l'Inde, mais c'est le seul pays qui n'a besoin de personne. C'est extraordinaire. Et l'Inde n'est pas seulement fréquentée par les commerçants qui font le trafic des épices, etc. Elle est fréquentée par les jésuites. Or, les jésuites, vous le savez, ont été les grands découvreurs de la Chine pour l'Occident. Notamment Ricci, l'italien, encore un italien, oui. Ce sont des aventuriers, les jésuites, et ils sont très conciliants avec les mystiques, avec les théologies, etc. Et il y a, de façon très surprenante, dans la mystique jésuite, notamment dans le système des méditations de saint Ignace de Loyola, le primat de l'imaginaire. Voilà. Bon, donc, Romain Rolland, si vous voulez, quand il s'attelle à cet ouvrage monumental sur les mystiques de l'Inde, il sait de quoi il parle par rapport à sa propre culture, et ensuite, il sait le point, enfin, comment atteindre le point fondamental de la pensée indienne, qui est tout à fait à l'opposé de ce que l'on appelle l'aristotélo-thomisme, c'est-à-dire la grande tentative à l'époque médiévale des théologiens catholiques de mettre de la raison dans la foi et donc de faire appel à ceux que l'on admire, les Grecs. Et les textes d'Aristote ayant été sauvés grâce à l'Empire d'Orient, justement les bibliothèques de l'Empire d'Orient, eh bien, saint Thomas d'Aquin va construire sa tome à partir de la pensée aristotélicienne, bien avant que les gens de théâtre au XVIIe siècle se réclament d'Aristote. Et y compris aujourd'hui d'ailleurs. Aristote, vous trouvez ça dans toutes les thèses de théâtre de mauvaise qualité. Et ça surabonde malheureusement. Ah oui, la catharsis par exemple. Sur un contresens total, mais enfin. Et alors, je vous parlais de Londrina, Brésil, et de cette quête de l'identité. Ce qu'il y a d'étonnant, c'est qu'en 1994, Eugenio Barba, donc juste après la session de l'ISTA, va publier dans une revue américaine extrêmement importante dans le monde du théâtre, de l'avant-garde, The Drama Review, qui a été longtemps dirigé par Richard Schachner, par exemple, et qui est un point de départ de ce que l'on appelle les performance studies aujourd'hui aux États-Unis. Eh bien, il va publier un très long article qu'il va faire traduire par sa femme Judy, qui est anglaise, et dont le titre en français, c'est sur les berges ou l'escalier ou les marches les marches de la rivière, sur les marches de la rivière. Et alors, c'est là, dans cet article, qui revient sur Ramakrishna. Et cet article n'est jamais cité par les étudiants de théâtre, parce qu'ils ne connaissent pas. Eux, ils connaissent simplement les articles de Eugenio Barba sur le Kathakali. Vous voyez? Alors, attendez, il faut que je retrouve ça, parce que c'est vraiment passionnant à lire et, je l'espère, à écouter. Ah oui, c'est intéressant, là, je retombe sur une citation de Freud, parce que Romain Rolland était très ami de Freud, et Freud lui disait « Non, non, moi je n'ai rien à voir. Vous êtes Romain Rolland, ils étaient amis. Vous êtes dans la mystique, ça n'a rien à voir. Moi, je suis très éloigné de ça. Je suis aussi allergique, voilà, la mystique, mais aussi fermée que la musique, a dit Freud, a écrit Freud à Romain Rolland. Mauvais signe pour la psychanalyse.
Alors, vous voyez, j'avais préparé sérieusement, c'est ça. Je crois que c'est là, c'est ça. Alors, Eugenio se trouve donc à Oslo. Il apprend la langue qu'il ne connaît pas. Et il passe son temps entre l'atelier de soudure et après, vers 5 heures, vers 17 heures, il passe à l'université dans ce triste bâtiment. Et voilà ce qu'il écrit. Alors ça, c'est la traduction française. Drammensveien fut le 3e nom de rue que j'appris quand, en 1954, je quittais l'Italie pour m'établir à Oslo, en Norvège. Le premier était Bogstadveien, la rue où je travaillais comme soudeur dans une ferblanterie. Le second était Damfaret, où j'habitais. Le 3e était Drammensveien. Je découvris plus tard que Drammen était une petite ville à une 40aine de kilomètres d'Oslo et que Drammensveien voulait simplement dire la rue qui mène à Drammen. Mais Drammen ressemble par assonance à Drømmen, qui en norvégien signifie rêve. Et c'est là, si vous voulez, déjà un point d'attache. Qu'est-ce que le rêve dans la pensée de Romain Rolland et de Ramakrishna ou dans l'Inde? Le rêve n'a rien à voir avec le rêve freudien. J'avais donc imaginé que Drammensveien voulait dire la rue des rêves, puisque, en outre, dans cette rue se trouvait la bibliothèque de l'université où je me réfugiais chaque jour. Quand j'avais fini de travailler, vers 5 heures de l'après-midi, je ne connaissais personne à Oslo, je ne savais pas le norvégien, et je n'avais pas envie d'aller passer mes heures de liberté avec les autres étrangers qui se trouvaient pour discuter dans leur propre langue. J'allais donc à la bibliothèque, la maison des rêves, et je lisais des livres italiens. Quand j'eus épuisé les livres italiens, je passais aux livres français. À cette époque, je ne savais pas parler le français, mais je l'avais étudié à l'école. À l'école, c'est-à-dire l'Annunziatella. Et je parvenais tant bien que mal à le lire. Je ne choisissais pas, je prenais les livres comme ils venaient, au hasard. Un jour, je tombais sur Ramakrishna, de Romain Rolland. J'ai appris qu'au siècle dernier était né au Bengale un fils de paysan qui s'était fait moine de la déesse Kali et avait eu une série d'illuminations. Il avait été le rénovateur de la dévotion religieuse à l'époque où le Bengale connaissait un grand sursaut philosophique, littéraire, politique, social, dont la figure centrale était Ram Mohan Roy et 3 générations de la famille Tagore. Le dernier, Rabindranath, le grand poète, prix Nobel en 1913, était d'une 20aine d'années plus jeune que Ramakrishna. Ramakrishna avait passé presque toute sa vie dans un temple. Ah, ça c'est Barba qui parle, c'est pas moi, c'est pas l'historien, c'est pas Romain Rolland. À quelques kilomètres de Calcutta, ajoutant à l'hindouisme l'expérience d'autres formes religieuses. Lui, le prêtre de la déesse mère Kali, avait fait scandale en pratiquant pendant un certain temps la confession musulmane. Il s'était même, pendant une autre période, consacré à la religion chrétienne. Des multiples religions, il disait qu'elles sont comme des personnes de différentes langues qui puisent de l'eau au fleuve. Chacune d'elles utilise un mot différent pour indiquer ce qu'elle a dans son récipient. Les récipients, eux aussi, sont dissemblables, mais la substance est la même. Alors là, je fais une parenthèse à l'attention des étudiants de théâtre qui sont absents. Mais je compte sur Fabrice pour leur dire. Il y a dans cette phrase-là
tout ce que l'on pourrait appeler la vision du théâtre, notamment de ce qu'il a appelé le théâtre eurasien, à la différence de l'ethnodrame, à la différence de interweaving culture, l'interculturalité, la localisation, etc. Il y a là, dans cette forme qu'en Occident on appelle le syncrétisme, mais j'aime pas ce mot. Il est pauvre. Bon, je continue. J'étais indifférent à toute religion, déjà agnostique. Alors, entre parenthèses, pour un commentaire de texte, il est agnostique, mais il est pétri de l'imaginaire catholique des Pouilles, c'est-à-dire ces saints, Sainte Rita, ces miracles, les processions de Pâques, quand il allait le jour de la Semaine Sainte dans les églises qui étaient voilées de violet avec sa grand-mère. Il en parle. Et c'est ça qui nourrit l'imaginaire. Et l'imaginaire, c'est le terreau dans lequel on fait pousser le blé, les fleurs et tout ce qui pousse. Bien. Alors, je ne saurais pas dire pourquoi. Il a 18 ans. Mais je fus pris d'un violent désir d'aller à Dakshinesvar, où se dresse sur la rive du Gange ce temple dédié tout spécialement pour Ramakrishna par une riche veuve de basse caste. Je désirais ardemment poser le pied sur les escaliers que chaque matin racontait Romain Rolland. Ramakrishna descendait pour arriver au fleuve et y faire ses ablutions. Dans la rue des rêves, je rêvais d'aller là-bas. Plus tard, lorsqu'il reçoit des candidats attirés par l'aura de l'Odin Théâtre et qui disent « Maître, maître, nous voulons travailler avec vous », il leur dit d'abord « Bon, vous allez commencer par balayer et ensuite dites-moi quel est votre rêve ». L'idéal du moi, comme disent les psychologues. Mais ça se construit. Alors, je n'avais pas d'argent en 1955. Vous imaginez 1955 ? Un voyage en Inde semblait irréalisable. Dans la grisaille de l'hiver scandinave, le rêve des escaliers de Dakshinesvar que je portais en moi se réchauffait. Alors, il continue. Si vous voulez, je vous le lis ou je vous le raconte. Qu'est-ce que vous préférez ? Lire ou raconter ? Raconter ? Bon. Alors, il a son rêve, il vit dans cette bibliothèque à partir de 5 heures et il attire l'attention d'un bibliothécaire, un jeune bibliothécaire, qui lui dit « Voilà, moi je suis peintre, mais pour gagner ma vie, le soir, je sers de bibliothécaire à la bibliothèque de l'université. » Et il commence à parler de Ramakrishna, etc. Et lui dit « Ah oui, ce livre est extraordinaire. » Bon, et l'autre lui dit « Ah, écoute, je vois là que tu es un petit peu dans la mouise, c'est-à-dire tu n'as pas d'argent, tu n'as rien. Je connais très bien l'un des plus grands peintres de Norvège, Willy. Enfin, vous allez le voir là tout à l'heure. Ah oui. Bon, je ne sais pas où je l'ai mis. Bon, c'est pas grave. Et il cherche des modèles. Vous savez que les peintres travaillent avec des modèles. Bon. Et alors, si ça t'intéresse, pour gagner un peu d'argent, parce que je vois que tu n'as rien, tu peux gagner comme ça. Et voilà mon Eugenio qui va voir Willy, et qui est un très grand peintre, donc très connu, et qui pose pour lui. Et il est surpris parce que dans l'atelier de Willy, il y a non seulement de très grandes toiles, mais un mur qui est une bibliothèque. Et donc, il parle de livres, bien sûr. Et un jour, il y a Eugenio qui lui dit « Mais vous connaissez Ramakrishna ?»« Ah, mais bien sûr !» dit Willy. « Bien sûr. Et
Vivekananda également, et Romain Rolland, mais bien sûr. Et ils commencent à discuter. Et Eugenio dit, j'ai envie, je veux partir en Inde. Et j'ai pas d'argent. À l'époque, il n'y avait pas de 2 chevaux. Hein. Après, les hippies, dans les années 70, ils prenaient la 2 chevaux, comme je l'ai fait, et puis ils partaient sur la route des Indes, fumer le hash, et aller en passant par l'Afghanistan, etc., etc. Où il y avait les Volkswagen aussi. Enfin, vous êtes trop jeune pour avoir connu tout ça. Bon. Et alors, il y a Willy qui lui dit un jour, écoute, il y a une possibilité. Je connais très très bien le plus grand armateur d'Oslo, de Norvège, et il m'invite à chaque Noël. Alors, si tu veux vraiment partir à Calcutta, sans le sou, le mieux pour toi, ça serait que tu t'embauches sur un bateau. Alors, Eugenio dit, d'accord, pourquoi pas. Il avait dit qu'il était soudeur, il n'était pas, bon, etc., etc. Bon. Et alors, Eugenio reçoit un coup de fil le lendemain du 26 décembre. On dit, écoute, d'accord, il y a un bateau, là, le Talabot, il va partir bientôt pour Calcutta. Hein, c'est le grand périple. Est-ce que ça t'intéresse? Tu vas voir directement au bateau et puis tu t'inscris. Tu seras recruté comme graisseur. Alors, je ne sais pas si vous avez fait la marine marchande, mais il m'est arrivé, quand j'étais beaucoup plus jeune, de ne pas avoir fait de la marine marchande, mais d'avoir prétexté une étude sur le personnel navigant au long cours pour me faire embarquer gratuitement sur un cargo qui s'appelle l'Équateur. Et nous avons fait, nous, le contraire, c'est-à-dire non pas vers l'Orient, mais vers l'Amérique latine, jusqu'au sud du Chili. Donc, ça me parlait, si vous voulez, quand il me racontait ça, Eugenio, et quand il le raconte. Graisseur, vous êtes dans les soutes, aux machines, et à l'époque, les machines, c'est du diesel, et un diesel puant. Et il y a une chaleur terrible, c'est dur, hein, et vous passez votre journée, justement, à passer de l'huile, enfin à verser votre truc d'huile comme avant la SNCF, ce qu'on voyait au temps de vos arrière-grands-parents, hein, dans les gares. Et le voilà qui s'embarque. Alors c'est très intéressant parce qu'on a des témoignages de son, de son périple, de son pèlerinage. Et moi, ce qui me touche beaucoup, c'est l'effort physique. C'est-à-dire le rêve, si vous voulez, qui s'incarne dans le corps, dans la chaleur des machines, dans le tangage, d'autant qu'au retour, il y aura la mousson. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que, à l'époque, si vous voulez, ce périple, ça durait 1 mois. Il fallait passer par le canal de Suez, et c'était ce qu'on appelait un tramp, je crois, hein, c'est-à-dire le cargo s'arrête dans tous les ports pour charger, décharger, etc. Et il passe le canal de Suez, il redescend à Aden. Il y a le responsable de la compagnie qui distribue le courrier, justement, aux matelots, à l'équipage, et Eugenio Barba reçoit, figurez-vous, des bouquins que lui envoie Willy. Et dans les bouquins, il y en a 2 qui retiennent sur l'attention. C'est d'une part la condition humaine de Malraux et Voyage au bout de la nuit de Céline. Et puis un autre dont il ne se... Alors vous voyez comment se construit son imaginaire, son contact, etc. Et le voilà qui arrive à Calcutta, et un matin, de très bonne heure, il part justement pour descendre l'escalier qui va jusqu'au fleuve. C'est pas le Gange d'ailleurs. Mais, bon, qui va dans ce bras du fleuve et il repart. Et ce cas d'extraordinaire que je retrouve et qui peut paraître trivial, si vous voulez, mais si on y prête attention en bon historien et en bon biographe,
c'est rudement important. Il va faire la connaissance du milieu des marins, qui était un milieu cosmopolite, très rude. Il dit qu'il va faire l'expérience du racisme. Et oui, lui, petit Italien, il a le type italien, hein, italien du Sud. D'ailleurs, à Paris, lorsqu'il faisait du stop, il a été arrêté par la police qui le prenait pour un Algérien, à un moment donné. C'était la guerre d'Algérie, enfin, les trucs comme ça. Bon, oui, la guerre d'Algérie, c'est 54. Alors, vous voyez, bon, déjà, ça bougeait. Et les mauvais lieux. Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que les quartiers du port, comme on dit, sont comment dire, c'est Dante, surtout à cette époque-là, avec toutes les prostituées de différentes qualités. Et lui va découvrir, alors effectivement, c'est une éducation sentimentale assez particulière, d'autant que celle qu'il a reçue à la Nunziatella a été celle d'un macho. Par exemple, à l'âge de 14 ans, il y a ses copains de la Nunziatella qui l'ont conduit de force dans un bordel. Et lui ne voulait pas y aller. Il m'a dit, voilà, mon premier contact avec l'amour, ça a été ça. Mais la fille a été très gentille, j'avais 14 ans, je ne savais pas comment faire ni rien, et elle a été gentille comme une grande sœur. Et là, il raconte, enfin, il cite d'ailleurs un poème, et il fait des rencontres étonnantes, comme celle, on ne sait pas dans quel port, où une mère lui montre sa fille qui a 10 ans et lui dit, tiens, voilà, pour elle, c'est un peu plus cher. Ça t'intéresse? Bon, alors ça, on n'apprend pas ça à l'université, vous voyez? Mais c'est tout ça qui va nourrir aussi son attitude devant la vie, devant l'injustice, devant la pauvreté, devant le sort des femmes, etc., etc. Alors c'est intéressant parce que il dit, la plupart des marins m'accueillent dans un esprit de solidarité tacite, conscients que nous partagions la même situation. D'autres, habités par le démon du racisme, me traitèrent avec mépris. Refuser leur attitude signifiait affrontement. La violence, je l'ai subie et parfois, j'ai dû l'infliger. Et ça, si vous voulez, cette violence-là, plus la Nunziatella, plus son orphelinat, a fait de lui qu'il a reçu plus tard, en tant qu'animateur ou formateur de théâtre, l'image d'une personne très rude, à la fois extrêmement sociable, mais très rude, extrêmement exigeant. Alors bon, là je passe, mais on revient. Alors, beaucoup plus tard, on revient avec Ramakrishna et le livre de Romain Rolland, qui était illustré de 2 photographies qui ne figurent pas dans ce petit-là. Hein, vous connaissez le livre de Romain Rolland. Vous le connaissez avec ces photographies? Alors, il y a une photographie où il y a Ramakrishna de face, un portrait, pas très bon d'ailleurs, et puis, alors attendez, voilà, il y a celui-ci, et surtout, voilà, celui-ci. Et c'est sur celui-ci, qui est une mauvaise photo sur le plan technique, qu'il va s'imbiber et 7 ans plus tard retrouver les principes même de son art. Alors là, il faut que je sois précis. Avec le temps, là je cite, « Je me demande ce qui m'avait tellement frappé dans le livre de Romain Rolland sur Ramakrishna. L'auteur ne s'abandonnait pas aux images sublimes et aux expressions suggestives. Il n'opposait pas l'étroitesse de la raison scientifique aux horizons infinis de l'esprit. Il n'opposait pas l'Inde à l'Europe, l'Orient à l'Occident. Il traitait avec la même vitalité concrète et le même bon sens, aussi bien les expériences extraordinaires du protagoniste
que les descriptions de la nature ou l'histoire de l'Inde moderne. Il parlait des muscles et des nerfs impliqués dans l'extase. Il montrait Vivekananda palpant les muscles de ses aspirants élèves avant de les admettre pour les expériences spirituelles. Mais surtout, il insistait sur l'idée de, et là il souligne, réalisation. Pour lui, la distinction entre le réel et idéal n'avait pas de sens. Ramakrishna avait été un réalisateur. Alors ça, c'est intéressant, si vous voulez, de faire un peu d'érudition et de comparer les versions italiennes, anglaises, etc., etc. Parce que il l'a connu, donc, Ramakrishna, en français. Et donc, il faudrait, dans un séminaire, faire toute une étude de la langue de Romain Rolland, de ses descriptions, etc., en français, de Ramakrishna, etc., etc. Mais quand il fait traduire en anglais par sa femme Judy, donc ce qu'il a écrit en italien, dans la version anglaise, donc, Judy, justement, la traductrice, insiste « Ramakrishna was a realizer ». Et elle insiste « a doer ». A doer. Alors, c'est intéressant, figurez-vous, pour les gens qui font du théâtre, parce que doer, de to do, c'est le mot qu'utilise Grotowski pour dire l'acteur. Parce que Grotowski détestait le mot acteur, étant donné que la plupart des acteurs sont des paresseux, des exhibitionnistes, des histrions, enfin beaucoup, disons, pour Grotowski. Et il essayait, d'ailleurs on le voit très bien en anglais, si vous voulez, dans la notion de performer, qui a été adoptée maintenant dans le milieu du théâtre, les performance theory, les performance studies, to perform. To perform, c'est faire. Et il n'y a pas d'équivalent en français. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si vous voulez, on a utilisé, les Français ont retrouvé cet ancien mot de performance qui vient de l'ancien français et qui est passé chez les Normands, qui l'ont exporté en Grande-Bretagne, puis après aux États-Unis. Et to perform, aujourd'hui, c'est un espace sémantique immense, puisque la performance, c'est utilisé dans plusieurs vocabulaires, celui de l'ingénieur, celui donc des artistes, etc., 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 du sport, etc. Alors, oui, Grotowski, lui, c'est intéressant, parce qu'il revient, en fait, à la notion, alors pour Ramakrishna, et c'est là où vous pourriez faire une rencontre, il refait, sans le savoir, jonction, en utilisant le mot « doer », donc que Judy adopte pour Ramakrishna, avec toute l'idée de ce que c'est que l'action chez un grand philosophe mystique français du XIXe siècle. C'est pour ça qu'il n'a pas fait carrière, parce qu'il était mystique, et l'université n'aime pas ça. C'est Maurice Blondel. Maurice Blondel qui a fait sa thèse sur l'action, en disant que la foi, c'est de l'action. Mais c'est ce qu'on trouve dans les évangiles, d'ailleurs. Alors qu'aujourd'hui, si vous voulez, tous les débats autour de la laïcité, c'est la doctrine. C'est halal, haram. C'est juste, pas juste. C'est canonique, c'est pas canonique. Vous voyez? Alors que ce qui est au cœur, donc pour Eugenio, mais que je partage, c'est cette notion qui fait que tout le corps entier est impliqué. C'est ce que l'on a pu ressentir ce matin en pratiquant, par exemple, ce que vous appelez, voilà, le puta. C'est ça. Et qui est intraduisible. Alors, Eugenio commente. Il y avait dans ce livre une photographie de 4 sous, qu'une note présentée comme un document exceptionnel. À mon insu, elle a secrètement ressurgi dans certains
de mes spectacles. On y voit plusieurs hommes vêtus de blanc, accroupis sur le sol et appuyés à une grande baie voilée d'un store qui laisse deviner à l'extérieur l'éclat d'un soleil ardent. Debout, au centre, comme un malade qui essaie de marcher et chancelle, ou comme un homme qui a un peu trop bu dans une fête, se tient Ramakrishna, fluet et barbu. Il tient un bras levé et l'autre main à la hauteur du cœur, les doigts tendus forment un mudra. Comme dans la danse, on représente l'abeille qui pénètre dans une fleur pour sucer le nectar. Près de lui, un homme robuste s'apprête à le soutenir. On y sent une joie familiale et rustique, une gaieté sans clinquant, des hommes qui ne se troublent pas de voir l'un des leurs frôler ses limites. À ce que je pouvais deviner dans le clair-obscur, Ramakrishna riait. La légende disait que la photo représentait le moment précis où le saint, au cours d'un kirtan, ou kirtan, je ne sais pas comment on prononce, une séance de chant et de danse religieuse, entrait dans le samadhi, l'extase. Cette manière de représenter la lumière à travers l'humilité des actions quotidiennes, voilà ce que m'ont appris Ramakrishna. Mais les enfants du Kathakali, Sanjukta, qui est une danseuse Orissi, avec qui nous avons beaucoup travaillé, l'Inde, et que je retrouve dans le soin des détails techniques et dans la tension des visions parmi les hommes et les femmes qui peuplent le théâtre eurasien. Parce que ce qu'il y a d'extraordinaire, je ne sais pas combien de minutes il me reste, afin de ne pas vous emporter tout de même un peu trop loin. Hein? 15 minutes. Comment? 15 minutes. Oh, ça va très bien. Nous sommes sauvés. Parce que ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que Eugenio écrit cette dernière partie, donc il revient sur le livre de Ramakrishna, mais des décennies après toute son œuvre. Parce que, à l'âge de 18 ans, il part donc à Calcutta, trouver Ramakrishna. Et puis, il y a un temps de maturation. Et en 1963, cette fois-ci, il ne va pas voyager par bateau. Il a trouvé une femme anglaise qui, bien sûr, a une Land Rover. Une vieille. Et ils partent sur la route en 63. Il tombe en panne. C'est elle qui conduit. Et lui est à la recherche, il a fait son expérience en Pologne, il est à la recherche du théâtre. Mais il arrive dans les grandes villes, Delhi, tout ça, on lui présente du théâtre d'avant-garde, mais il dit oui, mais ça, je connais. Et il y a un Indien qui lui dit un jour, écoute, tu devrais aller dans le Kerala, au Kalamandalam, au Kerala Kalamandalam de Cheruturi. Ah, mais tu verras. Alors, c'était l'époque, si vous voulez, où tous les gens de théâtre n'allaient pas au Kalamandalam. Le Kathakali était totalement ignoré, même si on l'avait vu un petit peu à Paris pendant le festival du Théâtre des Nations. Alors, il arrive au Kalamandalam, et il y a un gourou qui le reçoit, et le gourou n'avait pas l'habitude d'avoir encore ce genre de clientèle européenne qui vient payer, se mettre... bon, il lui dit, bon, écoutez, vous ne m'intéressez pas, moi j'ai mon travail, vous allez vivre avec les petits, avec les élèves, et puis vous verrez... bon. Et voilà que oui, voilà l'atelier de Willy Middelfart, voilà le Talabot, vous voyez le bateau. Ah, attendez, où se trouvent les petits qui travaillent? Ah, voilà, c'est ça. Et voilà qu'il va voir des petits, des garçons, puisque même les rôles de femmes sont tenus par des travestis dans le Kathakali,
qui, dès le matin 5 heures, se réveille et commence à faire des exercices que l'on dirait, nous, occidentaux, physiques, comme si le physique n'avait pas de mental. Bon. Et il va les voir répéter, répéter, interminablement. Tiens, bien c'est l'heure. Oui, parce que c'est l'heure. Alors, vous voyez, ce qu'il y a de remarquable, c'est la notion d'exercice. Alors, c'est intéressant parce que dans la mystique ignatienne, on parlait des jésuites tout à l'heure, on parle d'exercice spirituel. Et dans l'œuvre de Barba, en tant que formateur de comédiens ou de comédiennes, la notion d'exercice est centrale, à tel point que c'est comme ça que, par accident, il a créé l'ISTA, l'International School of Theatre Anthropology. Parce qu'une multitude de petits groupes de théâtre s'étaient formés un peu partout dans le monde. On les appelait les gruppi di teatro, théâtre collectif, etc., etc., etc. Et l'UNESCO avait pensé organiser des ateliers dans le cadre du Festival du Théâtre des Nations, notamment à Belgrade. Et comme Eugenio était déjà connu à l'époque pour avoir créé à Holstebro le Nordisk Theater Laboratorium, où l'on faisait beaucoup d'exercices, justement, l'UNESCO lui avait demandé de venir à Belgrade s'occuper de tous ces petits groupes. Ça a eu un tel succès, y compris auprès des théoriciens qui ont découvert la notion de tiers-théâtre, qu'un jour, il a reçu un coup de téléphone d'une institution allemande à Bonn, c'était au temps des deux Allemagnes, qui lui a dit « Écoutez, est-ce que vous pourriez venir chez nous aussi faire un atelier ?» Et Eugenio ne voulait plus, parce qu'il disait « Je fais trop de formations, je n'arrive pas à créer, je n'arrive pas à vivre avec mes comédiens et mes comédiennes. » Alors, il a eu l'idée, parce qu'il m'a dit « Il ne faut jamais dire non. » Mais il a dit « Oui, d'accord, je suis d'accord, mais je ne pense pas que vous ayez le budget pour ça. » Il a dit « Ah, Arceau, oui, oui. » Parce qu'il pensait faire venir justement des Indiens du Kathakali, du Kutiyattam, etc., etc. Sanjukta Panigrahi, des Japonais, des Balinais, etc. Et un jour, son téléphone sonne, alors qu'il était à Holstebro, et au bout du fil, il y a quelqu'un qui lui dit « Sie haben Deutschmark » « On a l'argent. » Ah. Et c'était en 79. Et alors, c'est intéressant, parce qu'il a accepté, mais alors, en réalisant son rêve, c'est-à-dire réunir des gens de tous les pays du monde, une centaine d'acteurs, d'actrices, etc., et des formateurs de grands maîtres de tous les grands pays, de grandes traditions aussi, à Bonn. Donc, ce qui fait que, en plus de ça, il a théorisé, parce qu'il me disait, tu comprends, il faut justifier l'argent, il faut que je donne un nom à ce que je fais, autrement les gens ne vont pas prendre ça au sérieux. Il faut toujours donner un nom. Alors il a appelé ça l'anthropologie théâtrale. Et il avait demandé d'ailleurs à Ugo Voli, un critique de théâtre très célèbre en Italie, est-ce que ça sonne correct, ça, anthropologie théâtrale? Et Ugo Voli dit oui, si, Seigneur, tout va bien. Bon, d'accord. Et alors il y a eu cette sorte de manifestation extraordinaire dont, comment dire, le chef-d'œuvre en quelque sorte était incarné par une danseuse indienne, Sanjukta Panigrahi, qui était une danseuse Orissi, qui donnait des spectacles, des démonstrations et des ateliers. Et tout le monde travaillait. C'est-à-dire parce que, justement, chez Eugenio Barba, il y a quelque chose d'absolument essentiel, c'est le travail. Par exemple, quand ils se sont installés à Holstebro,
au Danemark. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le Danemark, le Jutland, protestant, la Bible dans la main droite et le chéquier dans la main gauche. Et puis quand ils ont vu tous ces jeunes Scandinaves, les cheveux longs, vivant plus ou moins en couple, pas béni ni rien, etc., ils ont dit, qu'est-ce qu'ils font? Alors ils disent, qu'est-ce que vous faites? Et ils disent, ben, nous sommes des comédiens. Ah, et quoi? Mais nous faisons du théâtre expérimental. Ah, quoi? Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est à partir de ce moment-là qu'il a obligé ses acteurs à venir travailler dans le lieu que la municipalité leur avait donné à partir de 7 heures du matin, comme les ouvriers ou comme les paysans qui allaient au champ. Et ensuite, travail, travail, travail. D'ailleurs, c'est le premier mot que j'ai appris en Pologne, hein? Robot, robot, robot. C'est pareil pour Grotowski, parce que justement, si vous voulez, la grande réforme du théâtre occidental est venue, en fait, de la déliquescence de l'art des comédiens. Et c'était Ladus qui disait, le théâtre c'est super, mais il faudrait tuer tous les comédiens. Et tous les réformateurs du théâtre, hein, alors je pensais à Stanislavski, Meyerhold, etc., c'est au travail, il faut travailler. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le théâtre populaire, lui, travaillait. Parce qu'au théâtre populaire, dans ce qu'on appelle le théâtre populaire, les gamins, on le voit très bien avec les comiques américains, Buster Keaton, etc., etc., mais ce sont ce que l'on appelle des enfants de la balle, comme au cirque. C'est-à-dire que dès l'âge de 5 ans, on met les petits sur le plateau. Il faut que ça marche. Et au cirque, c'est pareil. Le trapèze, on met les gosses à partir de l'âge de 7 ans. Mais non, papa. Bon, non. D'ailleurs, aucun n'oserait dire ça. Hein? Voilà. Et alors, chez Barba, il y a ça. Il y a également un idéal que l'on pourrait dire de pauvreté. Alors, si j'étais un occidental, ce que je suis, je dirais c'est un idéal franciscain. L'idéal de pauvreté, d'humilité, de ne pas jouer la vedette. Alors c'est terrible, parce que, vous le savez très bien, l'être humain, ils adorent les vedettes, les stars. Et ce qui fait que un jour, un de mes étudiants m'a dit « Mais c'est une secte, l'Odine Théâtre ». Je lui ai dit « Pourquoi ?» Il m'a dit « Tu vois, quand Eugenio est venu, il y avait une file d'attente pour venir lui baiser les mains. » Mais c'est l'être humain. Ils ont besoin de vedettes, ils ont besoin de... Bon, et lui casse toujours ça. Et il le casse par le travail, par l'humilité, et il ne travaille qu'avec les gens qui apportent quelque chose. Vous voyez? Et donc, c'est cette image de Ramakrishna, en fait, qui le hante et qui l'a nourri de cet ensemble de terreaux qu'il a amoncelé depuis sa naissance en 1936 à Brindisi d'un papa fasciste. Et maintenant, alors, il a 87 ans, il continue, et quand il dit « si j'essaie de dire vraiment ce que je cherche, maintenant, c'est très simple, c'est le secret de la vie. » Parce que quand il est allé en Inde, avec ses petits qu'il voyait, il a été absolument, comment dire, esbaudi. Il ne comprenait pas. Ils avaient une qualité de présence, alors qu'il, lui, ne comprenait pas leur langue. Il ne comprenait pas l'histoire, c'était pas sa culture, etc. Mais quand ils étaient sur scène, ils étaient présents. Être présent. Qu'est-ce que ça veut dire être présent? Alors vous savez, il y a beaucoup de thèses là-dessus, la présence de l'acteur. Il doit y avoir bon, être présent. Mais ça veut dire aussi être présent non seulement physiquement, la présence elle est intérieure. Elle est comme dans cette image de Ramakrishna, sur la petite photo, vous voyez? C'est ça. Et donc, en quelque sorte, ce Ramakrishna de Romain Rolland, et là j'aurais voulu, mais faute de temps, mais il faudrait, enfin vous allez le relire,
il faudrait relire, par exemple, l'introduction de Romain Rolland, lorsqu'il dit « Mais regardez, dans nos campagnes, tous ces ruraux dont vous vous moquez avec leur superstition, et ceci et cela, ils font des tas de gestes répétitifs, etc. Mais ce sont des gens qui ont vraiment quelque chose à l'intérieur, mais ils le nourrissent pas de la même façon que vous, qui êtes des savants, des érudits, etc. Et donc, c'est cette sorte, c'est ça, de pointe mystique. Alors, Barba, si vous voulez, il met des tabous sur les mots, bien sûr. Il faut pas parler... ça serait une injure que de dire « en fait, tu es un mystique ». Pourquoi? Parce que c'est un mot galvaudé. Vous comprenez? L'extase, ben, au moment où vous avez de l'extasie, alors c'est pas la peine de faire des méditations. Bon, et en fait, pour lui, le théâtre, je crois, il rejoint cette qualité de Ramakrishna et de toute cette école mystique indienne qu'on retrouve aussi en Occident, dans laquelle c'est l'action, la prière, la méditation, et pas simplement la représentation, la recherche d'un succès ou d'une solution. D'ailleurs, c'est intéressant, Romain Rolland le dit très bien. Le désastre que vivait Ramakrishna à chacune de ses expériences. Mais il rebondissait. Et pour Barba, c'est ça. À 87 ans, je pourrais vous raconter comment il a rebondi, mais ça sera une prochaine fois. Enfin, je vous remercie. J'espère que si vous avez des questions, si vous avez... Et tu vois, Fabrice, il faut vraiment que nos étudiants apprennent à lire Romain Rolland et la vie de Ramakrishna. S'ils veulent commenter les artistes, qu'est-ce que c'est que l'art? Est-ce que le Kathakali et le Kutiyatam, est-ce de l'art ou est-ce de la liturgie? C'est absurde de poser la question. Est-ce que ce matin, ces chants que nous avons... enfin, je dirais dans mon langage psalmodié, est-ce que c'était de l'art ou est-ce que c'était de... Bon, c'est absurde. C'est à force de séparation, si vous voulez, que nous vivons une véritable schise, c'est-à-dire une schizophrénie dans nos sociétés. Alors comment ramasser ça? Voilà. Merci, c'est moi qui vous remercie.